Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Élodie, certains d'entre vous, vous me connaissez déjà, coach chez Ma Bonne Fée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce webinaire. On va aborder les générations X, Y, Z, c'est un vrai sujet. Comment bien travailler, comment mieux travailler ensemble en entreprise. On a décidé d'aborder cette thématique parce que en fait, on avait beaucoup de retours de managers, de collaborateurs sur les moments de coaching qui voilà, avaient des questions là-dessus. Et si vous vous êtes connectés, c'est que le sujet vous intéresse. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Hop, je vais cliquer sur le chat. Si tout le monde me voit bien, un petit message. Un petit coucou. Je vois qu'il y a Sarah qui est en train d'écrire. Bonjour Delphine, bonjour Julie. Vous êtes quelques-uns à être connectés et c'est bien, c'est bien. En tout cas, sachez que, comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver le replay sur la plateforme Ma Bonne Fée. Donc, vous pourrez toujours partager le lien à des collègues, des connaissances qui n'ont pas pu se connecter avec nous aujourd'hui. Bon, il y a du monde. Bonjour Clara, bonjour Géraldine, bonjour Nathalie, bonjour Audrey. On a deux Nathalie. Bonjour, bonjour, bonjour. En tout cas, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, on va commencer tranquillement. Hop, génération X, Y, Z, comment mieux travailler ensemble? C'est un vrai sujet qui préoccupe autant les plus anciennes générations que les nouvelles générations. Il y a beaucoup parfois d'incompréhension, de stéréotypes, de croyances sur telle génération, sur les jeunes, sur les seniors, sur les moins seniors. Donc en fait, on va aborder tout ça aujourd'hui et surtout n'hésitez pas à poser vos questions ou à faire part de vos expériences qui pourraient aussi être très enrichissantes parce qu'en fait, l'idée, c'est pas que je vous fasse 1 heure de théorie, mais c'est vraiment qu'on ait un temps de partage ensemble, partage d'expérience, des tips que vous pourrez aussi donner. Voilà, et encore une fois, j'aime quand c'est interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, aujourd'hui en entreprise, se côtoient des jeunes qui sont nés dans les années 90, des quadragénaires, des seniors pré-retraités, alors que certaines entreprises craignent que ce gouffre de génération, il peut en réalité représenter une belle opportunité à condition de bien le gérer. Donc, c'est possible de bien travailler ensemble. Ça demande quand même de pratiquer certaines méthodes managériales et d'avoir un certain regard sur la manière de travailler. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble avec les 3 spécificités pardon, des générations, les problématiques qu'on rencontre, en entreprise, et puis les différentes approches pour mieux travailler ensemble. Alors, sur les 3 spécificités des générations, déjà, on va expliquer ce que c'est qu'une génération. C'est une catégorie d'âge qui a un passé commun autour d'un courant de pensée, donc d'un même courant de pensée ou d'un événement majeur sur une certaine durée. Donc, vous allez voir que dans certains articles, certains contenus documentés, etc., les générations ne sont pas toujours voilà, datées aux mêmes périodes, mais bon, c'est pas très grave. L'important, c'est de comprendre un petit peu le concept et je vais en profiter pour vous partager un petit sondage. Voilà. Est-ce que tout le monde a accès au sondage? Et vous allez pouvoir me dire, dis-moi ta génération, je te dirai qui tu es. Est-ce que tu es un baby boomer entre 1946 et 1964? Est-ce que tu es dans la génération X née entre 1965 et 1976? Est-ce que tu es dans la génération Y, tu es un millennial qui est né entre 77 et 99? Ou bien est-ce qu'on a des générations Z qui sont là, qui sont les centennials et qui sont nés entre les années 2000 et 2012? Alors, je vous laisse répondre au sondage. Moi aussi, je vais répondre au sondage. Moi aussi, je vais répondre. Où est-ce que je me trouve? Des fois, j'ai pas envie de savoir. Des fois, j'aimerais bien. Ok, ça répond, c'est top. Alors, on a 10.
personnes ou 59 d'entre nous qui sont dans la génération Y. On a 7 qui sont dans la génération X. On n'a pas de baby boomers et on n'a pas de génération Z. Voilà, on est entre nous. Merci d'avoir participé à ce sondage. C'est toujours intéressant. Maintenant, on va voir à quoi correspondent ces générations. Donc, on a les baby boomers qui sont nés globalement entre les années 45 et les années 1964. Il y a un contexte historique qui est l'après-guerre, où on a un pays qui est en ruine, qu'il faut reconstruire. Et c'est aussi l'époque de la guerre froide. C'est vraiment dans ce contexte politique et historique que les baby boomers sont nés. Et dans le contexte économique, eh ben, on est dans les 30 glorieuses, c'est le plein emploi, puisque comme on est en train de reconstruire, eh ben, en fait, voilà, il faut que tout le monde bosse pour reconstruire le pays. Donc, il y a du travail. D'un point de vue professionnel, on est dans un management top-down. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un boss qui donne toutes les informations descendantes. Il n'y a pas des informations qui remontent. On écoute son manager, on écoute son patron. Les horaires sont imposés. Il n'y a pas de concurrence claire entre les collaborateurs. Voilà, tout le monde vient travailler. Et à cela, on a des stéréotypes qui sont associés. Donc, encore une fois, hein, c'est important de dire que ce sont des stéréotypes. Mais qu'est-ce qu'on pense des baby boomers? Que ce sont des gens qui se réalisent par le travail. Ils se réalisent par le travail. Ils ont eu une opportunité d'emploi et ils auront fait toute leur vie dans cette même entreprise. Certains d'entre vous, peut-être vous avez des grands-parents, vos parents, et vous dites « Ah ouais, c'est vraiment ça ». Ils font toute leur vie au sein de la même entreprise et en fait, pour eux, c'est une fierté. Ils se réalisent pleinement dans ce choix. Et puis, ils sont aussi, soi-disant, stressés par les nouvelles technologies. Pour eux, c'est un petit peu dur parce que justement, ce n'est pas de leur génération. Ils ont peu de conscience, ils auraient peu de conscience écologique, ne contesteraient pas l'autorité et ne seraient pas à l'aise avec le changement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je pense qu'on a tous, dans notre génération, à un moment donné, été impactés par le changement. Donc, pourquoi les baby boomers seraient-ils plus difficiles, contestataires avec le changement? On est d'accord, ce sont des stéréotypes. On passe à la deuxième génération, c'est la génération X qui est née entre les années 1965 et 1976. Le contexte historique, c'est qu'on est à la fin de la guerre froide, il y a tous ces accidents nucléaires qui arrivent et c'est l'arrivée aussi du VIH. Donc une période un peu où les gens ont quand même un petit peu peur parce que voilà, les accidents nucléaires, ça a vraiment fait paniquer toute la population et cette maladie qui tuait voilà, à tour de bras, comme on peut dire, c'était assez difficile comme contexte. Et au niveau économique, on a des chocs pétroliers, donc la crise économique et on a une arrivée du chômage. Alors certains d'entre vous pourraient me dire, si vous êtes de la génération X, si vous vous sentez concerné déjà par ça. Contexte professionnel, eh bien, il y a une pression économique, hein, forcément, parce qu'on est dans une crise économique. Donc, il y a de la pression, baisse des salaires, baisse de la valeur des diplômes, mais on est sur un management qui commence à être davantage participatif. Au niveau des stéréotypes associés, pour les personnes qui sont nées dans la génération X, eh bien, leur carrière est une priorité. Ils s'adaptent moins bien au changement, respectent les règles et la hiérarchie et seraient fidèles à l'entreprise qui l'emploie. Voilà. Voilà comment on définit, en tout cas d'un point de vue sociologique, comment on définit la génération X. Alors, vous qui êtes de la génération X, dites-moi si vous vous reconnaissez dans ce profil. La génération Y, eh ben, ils sont nés entre 1977 et 1996 ou 2000. Voilà, les sources d'information disent pas toujours la même chose. Donc, mais globalement, c'est ceux qui sont nés à la fin des années 90 sont encore dans la génération Y. Donc là, on dit que c'est la génération qui est la digital native. Ils sont nés avec l'apparition d'Internet. Libre circulation en Europe, guerre froide,
Bah, non, pas du tout, pas là du tout la guerre froide, je suis désolée, c'est une coquille de ma part. Et contexte économique avec une crise qui s'est installée. Ça, c'est important parce que comme la crise, elle s'est installée, bah, le rapport à l'emploi, forcément, il va être différent. On est dans un management qui est beaucoup plus participatif. OK, on est dans l'ère du management délégatif, où on va donner plus de responsabilités à des subalternes. On va essayer de faire monter les gens en compétences. C'est dans cette ère-là, hein, dans cette génération-là, qu'on va entendre ce type de propos. Il y a par contre une remise en question de la hiérarchie. Et oui, parce que c'est une génération qui veut être dirigée par des managers en fait qui font bien leur job et qui ont du sens. On se laisse plus faire par n'importe quel type de manager. Donc en fait, on remet en question la hiérarchie parce que le manager, il doit faire ses preuves. Les stéréotypes qui y sont associés, bah, c'est le besoin de sens au travail. D'ailleurs, la génération Y, on l'appelle la génération Y, qui est donc le Y en anglais, mais aussi le Y, le pourquoi, donc WHY, parce que c'est cette génération en fait qui a besoin de sens dans ce qu'elle fait. Et elle a surtout besoin d'avoir du sens au travail. Les missions que je fais au quotidien, l'emploi que je décide de prendre, la carrière que je décide de mener, eh ben pour moi, elle doit avoir du sens. Et quand elle n'en a pas, eh ben je vais pas rester dans ma carrière, je vais pas d'un point de vue général, hein, encore, on est d'accord, hein, c'est stéréotypé, mais je vais pas rester sur un emploi qui me convient pas et dans lequel je trouve pas de sens à ce que je fais tous les jours. Et donc, du coup, j'ai peu de sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, je peux quitter mon entreprise parce que ça me convient pas là où je suis. Et je vais aller dans une entreprise avec laquelle je vais être en phase sur les valeurs. Je vais être en phase avec les valeurs de l'entreprise. Ça va faire écho à mes propres valeurs et là, je vais me sentir bien. Et puis, dissociation vie pro, vie perso. Là, c'est le grand leitmotiv de ma bonne fée. Nous, on travaille sur l'équilibre des temps de vie. On travaille sur l'équilibre vie pro, vie perso. Et cette génération-là, eh bien, pour elle, l'équilibre des temps de vie, ça compte. Donc, vous allez difficilement pouvoir leur demander de se sacrifier, de rester des heures et des heures au travail. À un moment donné, ils vont vous dire, eh ben voilà, moi aussi, j'ai une vie. Et c'est une génération qui s'informe beaucoup sur Internet, puisque du coup, forcément, elle est née avec, elle a vu naître Internet, elle a vu naître les réseaux sociaux. Donc, sa source d'information est essentiellement sur Internet. Vous pouvez réagir et me dire si vous pensez que c'est vrai ou pas dans le chat, hein, je vous y encourage. Et puis, la génération Z, on les appelle les millennials. Ils sont nés entre 1995 et 2000-2012 à peu près. Voilà, leur contexte historique, c'est les réseaux sociaux, l'éco-anxiété, parce qu'effectivement, il y a cette question écologique qui est de plus en plus prégnante aujourd'hui dans le monde. Et donc, ils sont très soucieux de la question écologique, de que sera leur avenir. Je faisais un webinaire là-dessus il y a quelques temps et les jeunes qui étaient connectés disaient, ben voilà, nous, on ne sait pas si on a envie de faire des enfants parce que quel type de planète, dans quel état on va leur laisser le monde, la planète, etc. Donc, il y a beaucoup d'éco-anxiété. Ils sont très anxieux sur leur qualité de vie, sur leur qualité de nutrition, comment ils mangent, comment ils s'habillent, tout. On pense hyper éco-responsable et donc du coup ça génère beaucoup d'anxiété quand même pour eux. Et puis vous le savez, la pandémie, on a eu ce Covid qui est arrivé et donc voilà le contexte historique pour la génération Z. Au niveau du contexte économique, il y a la mondialisation, hein. Bon, ça je pense que ça a toujours été là et puis c'est un contexte économique assez instable. On le voit avec l'inflation, etc. Contexte professionnel, on a le développement du travail hybride. C'est vraiment là où on va voir le développement du télétravail et cette génération qui va systématiquement demander quand elle fait un entretien, est-ce que vous avez du télétravail? Voilà. Donc, c'est là où on voit le travail hybride. Post-pandémie, forcément, et puis les politiques RSE, elles ont commencé à arriver avec cette idée qu'il fallait prendre soin du salarié, tant d'un point de vue mental que physique, et des actions en fait qui sont engagées par les directions des ressources humaines au sein des entreprises pour accompagner le salarié
OK, dans toutes ces choses, faire en sorte que, le travail, enfin, le salarié n'est pas qu'un salarié. Il est aussi un être humain, il est aussi un père, il est aussi une mère, il est aussi un frère, une sœur, un parent. Et donc, du coup, voilà, on comprend que parfois on arrive au travail avec ces problèmes, avec des situations de fragilité qui peuvent avoir un impact sur la productivité, sur le bien-être, sur le stress, etc. Et donc, c'est de là qu'on vient mettre en place toutes ces politiques RSE pour accompagner les salariés à cet équilibre de vie. Alors, Delphine nous dit, mais aussi très contrasté, consommation Shein, par exemple, sur Génération Z. Oui, ben oui. Je pense que en fait, justement, il y a de tout. Alors moi, je connais des gens de la génération X qui commandent beaucoup sur Shein, hein. On est d'accord que là, c'est très mélangé. C'est pour ça que je dis que c'est stéréotypé, mais je pense que ça vient bien de quelque part et que l'idée, c'est essayer d'entendre et de comprendre un peu les stéréotypes et les croyances qu'on a en fait d'une génération à l'autre pour essayer de comprendre le point de vue et donc par après la manière de mieux travailler ensemble. Audrey dit, je ne sais pas si c'est si stéréotypé car je reconnais très bien mes parents chez les boomers, moi-même en Y et mon petit frère en Z. Et Canel nous dit, je suis d'accord avec Audrey, je me reconnais bien. Oui, 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 on se reconnaît. Je pense que moi aussi, je me reconnais bien, mais par exemple, moi, je me reconnais aussi un petit peu dans la génération Z, alors que je suis dans la génération Y. Et on voit les stéréotypes associés. C'est une génération qui est hyper connectée, réticence à l'engagement. Alors oui, vous avez beaucoup de jeunes qui veulent pas se sentir bloqués pour aller travailler, etc., avec cette liberté. Vous savez, alors je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais moi, j'ai été directrice de crèche et puis j'avais des jeunes filles qui venaient en stage et puis 2 jours après, elle vient plus. Elle vous dit, bah ouais, ça me plaisait pas finalement. Ok, d'accord, mais en fait, on s'est engagé à ce que tu sois là pendant 2 mois, à te former, à t'accompagner. Voilà, donc réticence à l'engagement, besoin d'autonomie et de flexibilité, génération zapping. C'est pour ça qu'on les appelle génération Z, parce qu'elles zappent, elles passent vite d'un sujet à un autre. Anxiété, on en a parlé, et esprit d'entreprendre, on va beaucoup voir dans cette génération des jeunes qui veulent entreprendre. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les chiffres au niveau des startups, on voit qu'il y a beaucoup de générations Y et Z qui sont dans les créations de startups. Voilà. Géraldine nous dit, je me reconnais pas mal en X et mes enfants en Z. Et voilà, voilà. Donc, je pense que c'est pas si stéréotypé que ça. Du coup, c'était plutôt pas mal. Alors, il y a des problématiques qui sont rencontrées. Hein, quand on parle d'intergénérationnalité, il y a des problématiques qui sont rencontrées. C'est de ça qu'on va parler. En avant les statistiques, parce que j'aime toujours qu'on parle des statistiques. L'intergénérationnel mal géré pénalise la performance des entreprises et des collaborateurs. Donc là, je ne savais pas, j'ai découvert donc en faisant des recherches sur ces webinaires qu'il y avait un baromètre de l'Observatoire du management intergénérationnel. Donc là-dessus, vous avez toutes les infos. Bien que 43% des dirigeants aient changé d'attitude vis-à-vis des jeunes de leur entreprise, 87% de la jeune génération s'impatiente sérieusement sur les méthodologies de management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils trouvent que le management est trop directif, ça ne leur va pas, ils veulent plus d'humain, il faut qu'on soit dans l'empathie parfois à outrance, dans la compréhension parfois à outrance. Et en fait, il y a un manque d'équilibre. Donc en fait, dès que le jeune je parle de la jeune génération, Z, va pas trouver suffisamment d'empathie, même dans des choses qui n'ont aucun sens. Ok, et ben elle va pas abonder dans le sens de l'entreprise, va faire preuve un petit peu de réticence, de dureté, de se renfermer et puis parfois même de quitter l'entreprise. Les managers soulignent en effet que la différence de rapport au temps pénalise la performance de 6 équipes multigénérationnelles sur 10. Alors ça, c'est intéressant. Le rapport au temps n'est pas le même d'une génération à l'autre. Est-ce que, par exemple, la génération X se dit, bah oui, rester faire 9 heures ou 10 heures au travail, pour moi, c'est normal. Et est-ce que la génération Z se dit, mais il est hors de question. Moi, si je suis payée pour 8 heures, je reste 8 heures et après, je m'en vais. Donc, cette différence de rapport au temps, elle est pénalisante. Et on voit aussi, alors peut-être que vous aurez des exemples à donner,
que quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'est-à-dire que fin de service, je dis 17h30, et ben à 17h30, vous avez le collaborateur qui est vraiment parti. Et il va pas payer une minute de plus, alors que certains vont être conduits en fait par leurs valeurs d'engagement, aussi de vouloir faire le travail accompli, de se dire j'ai une responsabilité, je suis pas à 10 minutes près. Donc en fait, on voit ces différences-là et ça crée des conflits au sein des entreprises parce qu'en fait, vous avez quelqu'un qui va vous dire mais attends, il te reste ça à faire, tu en as pour 10 minutes et puis on vous répond ah bah non, en fait, moi je finis à 17h30, mais 10 minutes on me paye pas ou je sais pas quoi. Et en fait, voilà. Et ça peut créer des conflits. J'aime bien, vous réagissez sur le chat, c'est super. Julie a dit c'est absolument ça. Dans la nouvelle génération, il y a beaucoup plus de temps d'accompagnement. Oui. Ok, c'est vrai qu'on a besoin vraiment d'être à leur côté. Alors, encore une fois, ça peut être des croyances, d'accord? Peut-être que c'est aussi une question de rapport au travail, aussi du fait, est-ce que j'ai choisi ce job ou est-ce que on m'a contraint à le faire, la motivation que j'y mets, est-ce que ça me plaît d'être là? Ça peut être aussi ça. Et je dirais même qu'ils ont besoin de temps d'accompagnement, mais qui n'est pas forcément toujours que professionnel et technique. Des fois, c'est même humain. Parce qu'au travail, vous devez leur apprendre à comment se comporter, comment parler, et ça prend du temps. Comment réagir dans une situation de conflit, comment aborder sa hiérarchie. Delphine nous dit le temps dans une boîte aussi, rester 5 ans le minimum pour une génération XY et c'est 2 ans max parfois pour la génération Z. Oui, c'est vrai que on arrive souvent avec une idée de dire voilà, moi je reste tant de temps là parce que j'ai quelque chose à apprendre, je veux améliorer telle compétence et puis après je vais aller postuler pour un poste plus important ou qui me plaît plus. La génération Z, l'heure c'est l'heure, c'est Julie. Oui, mais le matin, pas forcément. Géraldine, on va beaucoup rigoler. Oui, c'est ça. Donc le rapport au temps, je voulais justement revenir en parler et je trouve ça intéressant les remarques de Julie et Géraldine qui disent bon l'heure. Voilà, donc ton rapport au temps, quand tu arrives 30 minutes en retard, quoi, il n'y a pas de problème. Il y a François. Ah, bonjour François, comment ça va? Je suis très contente de vous voir connecté. Donc François, il dit Simon Sinek développe bien ses problématiques. Ça va vite parce que vous êtes tous en train d'écrire sur le chat. Pour aller au-delà du constat, oui, je reconnais ça, donc cette situation, et éviter les raccourcis et les jugements qu'on peut faire. Ouais, on va en parler justement juste après des choses qu'on peut mettre en place pour éviter de tomber dans tous ces stéréotypes qui sont aussi des réalités. Hein. Vous êtes en train de les partager, donc c'est qu'il y a bien quelque chose quand même qui se passe. La génération Z bouge sans difficulté, sans se poser de questions, ou moins que la génération X et Y. Alors ça, c'est pas mal. Est-ce que ça veut dire, Julie, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que ça veut dire que c'est une génération qui, hop, dès qu'on a un projet ou dès qu'il y a un changement, ils disent OK, et cette génération X ou Y va dire ouais, va plutôt re-questionner, oui, mais pourquoi, etc. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Olivier, parfois génération Z, je veux des responsabilités, du salaire, de la liberté, mais sans forcément m'investir. Oui, aussi. Audrey nous dit, il est vrai que voir mes parents dans la même boîte depuis 35 ans, je trouve ça fou. Ouais, moi aussi, pareil, je pense pareil que vous. Audrey, oh, je connais aussi Audrey. Nos générations envient parfois la liberté, l'idée que le bien-être est important. Des nouvelles générations, mais on ne sait pas faire. Alors c'est vrai, c'est intéressant parce que on a cette génération Z et Y aussi, il faut dire la vérité, qui a ce besoin de liberté. C'est une valeur qui est souvent transmise. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire être libre finalement? Et c'est des choses qu'il faut transmettre. Et c'est là où, je vais en parler tout à l'heure, où c'est important en fait que ces baby boomers et cette génération X, elles transmettent aussi son savoir, ses connaissances et son regard, son expérience sur la vie. C'est essentiel. Il faut réussir à faire des ponts entre les générations les unes les autres. Ok, donc Julie me disait que c'était ça qu'elle voulait dire. Ok. Fou car je quitte un poste, une boîte pour apprendre de nouvelles choses. Car souvent, je quitte un poste ou une boîte pour apprendre de nouvelles choses. Ok. Ça, c'est vous personnellement, Audrey, qui quittez votre poste. Alors, on continue. Les entreprises leaders, parce que je suis partie aussi me renseigner sur les grosses boîtes, en fait,
pour savoir comment elle fonctionnait. Est-ce que cette idée de travail en intergénération, ça les intéresse? Est-ce qu'elles s'investissent là-dessus? Et j'ai vu que oui. 7 entreprises sur 10 constituent des équipes multigénérationnelles pour gagner en créativité et favoriser l'innovation. 2 tiers des entreprises donnent la parole aux jeunes sur les questions de vision, de stratégie et d'organisation. Et près d'une sur 2 mène des actions pour lutter contre les stéréotypes liés à l'âge. Donc, on voit quand même que, même si c'est une problématique qu'on rencontre d'un point de vue personnel, d'individu à individu au sein de son entreprise, de son équipe, de manière générale, on a quand même des entreprises qui comprennent que c'est important. Il y a un véritable enjeu. On n'arrive pas avec les mêmes forces, on n'arrive pas avec les mêmes compétences, on n'arrive pas avec le même regard. Et c'est pour ça que c'est important un petit peu de mixer tout ça. Donc, qu'est-ce qui va aussi poser problème? L'usage des nouvelles technologies. On a des seniors qui peuvent se sentir en décalage, avec une peur et une pression, en fait, d'être discriminés. Ils peuvent aussi avoir un sentiment d'inutilité et peur de ne pas être performants, et donc du coup, en fait, ils reculent. En fait, ils déclinent plutôt le fait d'utiliser ces nouvelles technologies. Et moi, j'ai connu ça quand j'ai été directrice de crèche. En fait, on voulait monter en compétence, de donner une promotion à un agent de la collectivité qui travaillait super bien, et puis on lui a dit voilà, là tu vas être à 60% derrière un bureau avec un ordi, etc. Et en fait, ça l'a fait complètement paniquer. Il pouvait pas, il avait pas envie. Puis on lui dit mais t'inquiète pas, on va t'accompagner, tu vas faire des formations bureautiques, des formations pour être plus à l'aise sur l'utilisation de l'outil informatique. Et en fait, il a pas voulu parce que pour lui c'était très très difficile. Donc, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein. Vous avez des gens génération X qui gèrent très très bien l'informatique parce que ça les passionne, ou parce que tout simplement il n'y a pas eu de souci pour eux de s'adapter et d'apprendre, ok. Mais pour une partie, on va constater que cela peut être compliqué. Ça dépend bien entendu des corps de métier. Vous le savez bien, vous avez des métiers, si vous êtes ingénieur, l'outil informatique c'est un problème, quel que soit, voilà. Faut s'adapter, se renseigner, faire des mises à jour sur les connaissances. Mais dans certains métiers, c'est vraiment très compliqué. Qu'est-ce qui peut aussi être problématique? Sont les modes de communication. Ok? L'utilisation des outils numériques, parfois, ça peut être un peu la panique à bord quand vous avez Teams, quand vous avez Slack, quand vous avez les mails, etc. Alors, certains sont habitués, mais d'autres trouvent ça compliqué. Puis, ils vont vous dire que ça sonne tout le temps. Et puis, ils vont pas réussir à paramétrer. Donc, quand on doit communiquer, voilà, ça met un frein de dire qu'on utilise uniquement les outils numériques pour communiquer. Bon, en même temps, avec le travail hybride, le télétravail, etc., parfois, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser les outils numériques, ou bien entendu d'utiliser le téléphone. L'emploi de termes anglais, eh bien, figurez-vous que ça aussi, c'est un frein à la communication, et une des problématiques qui est souvent remontée par les générations baby boomers ou X, en disant maintenant on parle plus français, il y a de l'anglais partout. Par exemple, voilà, chez Ma Bonne Fée, nous on fait des meetings, on fait des mornings le lundi matin. Et voilà, on met un peu d'anglicisme partout. Pourquoi? Je ne saurais vous dire. Peut-être que Delphine, Canel, ou peut-être Audrey, je sais qu'elle est dans une boîte aussi où c'est un peu comme ça. Et c'est aussi un frein pour certaines générations qui sont pas du tout à l'aise avec ça. Et puis, la surutilisation des téléphones. Alors ça, je suppose que vous l'avez déjà entendu. Maintenant, quand on arrive en salle de pause, tout le monde est sur son portable, on communique plus, tout le monde est là, a la tête sur son écran, il y a plus d'échange, il y a plus de rapport humain. Vous avez probablement dû, comme moi, entendre ce genre de réflexion. Et ça, c'est vraiment aussi problématique, parce qu'effectivement, il faut entendre que l'autre en face, il a envie de déconnecter, justement, d'être avec une personne qui lui parle, qui la regarde, etc. Beaucoup de remarques sur le chat que je vais essayer de lire. Audrey dit la force est le mélange de tout ça, mais c'est tellement difficile à manager, ouais, car il faut un même discours, mais avec un langage différent. Tout à fait, Audrey. Delphine, elle dit, et puis elle lève la main. Ouais,
l'emploi des termes anglais, je me reconnais et j'ai connu des directeurs d'achat où c'était interdit de donner un mot en anglais. François dit: «C'est la limite du stéréotype. Parle-t-on d'une génération X devenue intellectuelle, cadre technique, ou bien de quelqu'un qui a évolué la majeure partie de son temps dans un environnement très différent, un artisan boulanger par exemple». Ouais, je suis d'accord avec vous. Puis en plus, on va avoir quand même ce type de manifestation-là, et je l'ai dit, hein, de remarques selon les contextes, selon les cadres d'emploi, selon les secteurs d'activité, c'est pas du tout la même chose. Je suis tout à fait d'accord. Mais on va peut-être trouver le fait de la surutilisation du téléphone, par exemple. Vous pouvez avoir un boulanger qui a 5 apprentis et des apprentis qui, toutes les 2 minutes, sont sur leur portable, et qu'en fait, le boulanger doit dire toutes les 2 minutes, bon, ben voilà, il faut que tu gardes ton portable dans ta poche. Pour l'abus d'anglais, pour rire, Karim Duval, alors on va aller voir ça tout de suite, bullshit English. Merci François pour l'info, on va aller voir ça. Alors, une autre problématique, c'est le fait d'être managé par un plus jeune. Vrai ou pas vrai? Parfois, ça pose problème parce que l'ancien qui est là, ou la personne qui est arrivée 10, 15 ans avant, qui a fait ses armes dans l'entreprise, elle arrive, voit un petit jeune tout fraîchement diplômé et dire voilà, ça sera ton manager. Et ce jeune-là, il est sorti d'école. Dans certains cas, ou je dirais même dans la plupart des cas, ils n'ont pas véritablement exercé parce que peu de stages, sauf quand on est en apprentissage, etc. Et ça peut être un peu compliqué. Donc, difficulté pour ce jeune à trouver de la légitimité parce que lui, il a fait ses études, il a fait le job, et son diplôme légitime largement la place qu'il a aujourd'hui. Mais au sein de l'entreprise, c'est pas pareil. Et il va devoir faire ses preuves. Figurez-vous que moi, j'ai vécu ça, puisque du coup, quand je suis devenue directrice de crèche, j'avais 26 ans. Et j'avais une équipe avec des auxiliaires qui en avaient 45, etc. Donc, quand vous arrivez, c'est pas tout de suite qu'on vous prend au sérieux. Et donc, il y a eu tout un travail de confiance à faire, mais de travailler ensemble. C'est-à-dire que je me suis beaucoup, beaucoup appuyée sur leur expérience, sur l'histoire de la structure avant mon arrivée, pour qu'elles comprennent en fait qu'elles étaient importantes, et que mon arrivée allait forcément apporter du changement, de l'évolution, de la modernisation, mais que les choses qui étaient importantes pour cette catégorie-là de professionnels allaient perdurer si elles avaient le sens, etc. Puis elles ont aussi participé à la construction de plein de choses au sein de la crèche. Donc, c'est vrai, difficulté à trouver de la légitimité, testé et remis en question, et puis résistance au changement. Souvent, quand il y a un jeune manager qui veut apporter du changement, bon, il est un petit peu combattu. Mais j'ai envie de vous dire, je pense que ça, c'est pour tous les nouveaux managers qui arrivent. Je ne pense pas que ça soit le fait d'être plus jeune. Je pense que quand un manager arrive quelque part dans une nouvelle équipe et qui dit voilà, on va faire les choses comme ça, voilà, il peut aussi quand même être remis un peu en question. Audrey, autre différence de communication égale boomer et Y sont plutôt appels téléphoniques, alors que Y et Z sont plutôt sur les chats. Ah, très intéressant. Très intéressant. Ça veut dire qu'entre la génération boomer et Y, ils vont plus se téléphoner. Et entre la génération Y et Z, ils vont plus communiquer par chat et par Teams. C'est ça que vous voulez dire? Eh ben, ouais, c'est fort probable. Très intéressant d'avoir tous ces retours. Franchement, merci pour tout ce que vous écrivez. C'est vraiment top. Qui écrit encore du courrier en vrai avec un stylo et une plume? Non mais François, je pense qu'aujourd'hui, peu de personnes en réalité écrivent des lettres, courriers. Ça se perd. Ça se perd. Ah, mon collègue. Ah, Delphine. Ah ouais. Ah oui, effectivement, on a une petite anecdote là-dessus. Audrey dit les médecins à l'hôpital. Ouais, exactement. Et il va y avoir aussi comme problématique rencontrée dans ce travail en multigénération, les inégalités salariales. Question d'ancienneté, d'expérience, de diplôme. Compétences inégales, négociation de salaire. Alors là, vous pouvez y aller. Parce que j'ai vu un peu de tout sur ce sujet-là.
On a une génération qui arrive à une certaine époque, et vous avez compris hein, que dans chaque génération, il y a un contexte économique. Il y a le contexte économique du pays, mais il y a le contexte économique de l'entreprise, ce qui fait qu'à un moment donné, vous arrivez un petit peu à la période très fructueuse de l'entreprise, et puis hop, vous négociez votre salaire, ça passe, il n'y a pas de souci. Et derrière ça, 5 ans ou 10 ans après, voilà, ça se complique. Et donc, quelqu'un qui va arriver, ben, en fait, va pas pouvoir négocier aussi bien, en fait, un salaire. Les expériences et les diplômes, bien entendu, comptent, mais on voit aussi l'inverse. Des collaborateurs qui sont arrivés dans les premiers temps au sein de l'entreprise et qui, par la suite, n'ont pas vu beaucoup leur salaire, ils sont arrivés, ils ont été recrutés, pardon, excusez-moi, avec un salaire pas très élevé, et à diplôme égal, 10 ans après, et ben voilà, le salaire a augmenté. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est contextuel, parce que c'est aussi l'économie de la nation, en fait. Et est-ce qu'il y a eu l'augmentation des salaires? Est-ce que, donc, bon, ça, tout le monde peut y aller de son avis. Compétences inégales, ça, c'est vrai. On voit qu'à une certaine époque, eh ben, on vous demandait ça, ça, ça. Et aujourd'hui, on vous demande autre chose. Parfois, on demande moins. Parfois, on demande plus. Et aussi, savoir négocier son salaire. Il paraît que la génération des baby boomers ne négociait pas son salaire. On te dit, tiens, voilà, c'est payé tant. Et eux, ils se disaient quoi? Ben, je suis content parce que j'ai déjà un travail avec un salaire à la fin du mois. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que quand vous avez quelqu'un de la génération Y qui dit à ses parents, tu sais quoi, je vais démissionner et je vais me mettre à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur, ou je vais lancer une start-up, vous avez les parents qui sont à la limite du malaise cardiaque. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as un bon travail, pourquoi? Tu as un bon salaire, il ne faut pas faire ça. Voilà. Moi, j'ai quitté la fonction publique pour aller dans l'entrepreneuriat. Alors, vous imaginez, c'était le saut dans le vide, là. C'est encore un niveau au-dessus. Mais on a ces choses, en fait. On est confronté à ces choses et ça doit... C'est pas simple hein, quand vos parents ou les gens autour de vous vous disent « Oh là là, mais tu devrais pas démissionner. Oh là là, mais tu devrais pas faire ça. Tu as un super bon travail. » Parce qu'en fait, pour eux, ben voilà, une bonne entreprise, l'engagement. Et pour vous, c'est quoi? C'est le sens dans ce que vous faites, avoir de l'impact dans les missions que vous faites au quotidien, avoir le sentiment qu'à votre petit niveau, vous pouvez aider les gens ou changer le monde. Donc, voilà, c'est les difficultés qu'on va retrouver souvent dans ce mélange des générations. Delphine a dit, ah ben, clairement, les niveaux de salaire entre ceux qui sont sortis dans les années 2000 et aujourd'hui, c'est fou. Je ne suis pas sortie au bon moment sur le marché du travail, dit Delphine. Audrey nous dit, les générations Z, ils n'ont rien à perdre. Ils vont pas du tout avoir peur de négocier. Et ils sont capables de refuser un super poste juste parce que le salaire n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Les nouvelles générations osent, demander, dire, partir, etc. Puis François a dit ça va dépendre de la situation des parents. Je trouve oui, c'est vrai aussi par rapport à ce que je disais effectivement. Si vous avez des parents qui sont entrepreneurs ou qui ont eu qui ont ce caractère de foncer et de prendre des risques, forcément, vous allez être accompagné, soutenu dans ce sens. Alors Géraldine nous dit oui, je comprends, mais le sens, ça ne paie pas le loyer ou le crédit. Enfin, pas toujours. Eh oui, eh oui. François nous dit ma grand-mère pense toujours que le mieux serait que je travaille dans l'armée. L'État, c'est bien, l'armée, c'est encore mieux. Pourtant, elle a vécu son occupation allemande puis soviétique. Elle a vécu sous occupation allemande et soviétique. Ah, comme quoi, vous voyez, chaque génération a vraiment sa vision et son regard sur toutes ces choses. En tout cas, c'est intéressant. Merci beaucoup pour vos échanges. On arrive un peu sur la dernière partie, sur la fin du webinaire, sur finalement quelles sont les approches pour mieux travailler ensemble. Parce que c'est quand même ça le but. Donc, si vous êtes à la tête d'une équipe, d'une entreprise, si vous êtes manager, si vous avez une équipe qui est vraiment multigénérationnelle, ça va être intéressant pour vous. Et d'ailleurs, je le répète, vous allez pouvoir retrouver le replay dans moins de 48 heures sur la plateforme de Ma Bonne Fée si vous voulez le revoir. Donc, on a une approche en 3 dimensions, d'accord? Sur la manière dont on va gérer justement le fait de travailler avec plusieurs générations, on va avoir une approche en 3 dimensions. La dimension santé, physique et mentale.
Ça veut dire que je suis manager ou je suis directeur, directrice des ressources humaines, je suis RSE, je suis déléguée du personnel. Je vais travailler sur la santé la physique et mentale. En travaillant ou en posant des actions qui vont amener vers un équilibre vie pro, vie perso. En réfléchissant aussi à l'aménagement des postes de travail. Pourquoi est-ce qu'on réfléchit à cela? Parce que aujourd'hui, on a beaucoup changé notre manière de travailler avec les open space. À l'époque, on avait des bureaux fermés, vous étiez seul, 2, 3 dans le bureau. Aujourd'hui, c'est des open space. Ben, il faut entendre que cette méthode de travail, cet aménagement d'espace, il convient pas à tout le monde. Et ça, c'est pas forcément qu'une question de génération, hein, mais ça peut s'entendre. Donc, il faut pouvoir mixer. Il faut aussi que ce soit hybride, que si j'ai besoin de m'isoler parce que c'est plus simple pour moi, pour me concentrer, pour travailler, pour être productif, je vais avoir besoin d'avoir une pièce, ok, qui sera dédiée où je pourrai travailler sereinement, tranquillement. Et en même temps, si j'aime être autour de mes collaborateurs pour lever ma tête et partager quelque chose, eh bien, j'ai l'open space. Prise en compte de la santé des collaborateurs, ça c'est quelque chose qui est important parce qu'en fait, un collaborateur qui est malade, qui a un état de santé mentale, limite épuisement professionnel, etc., c'est compliqué forcément, ok. Et la formation des managers, c'est essentiel. Un manager doit être formé aux nouvelles techniques ou aux techniques modernes de management qui comprennent tout ce qui concerne l'équilibre des temps de vie, la conciliation de vie pro, vie perso, le fait de travailler avec l'intelligence émotionnelle, de travailler avoir un management participatif, voire délégatif. Donc, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles, en fait, vous allez pouvoir travailler santé physique et mentale. Et puis, il va y avoir les compétences qui concernent l'employabilité, l'évolution professionnelle, la transmission des savoirs, avec une cartographie des compétences dans une entreprise qui peut vous aider à mieux travailler ensemble, c'est de prendre chaque profil, par exemple, si vous êtes une équipe, ok, de 4-5 personnes, prendre chaque profil et dire, ok, qu'est-ce que tu sais bien faire? Qu'est-ce que tu maîtrises? Qu'est-ce que tu sais faire? Quelle plus-value, en fait, tu as dans tes compétences qui peut vraiment servir à la cause de l'objectif de l'entreprise? Et vous avez des fois des compétences qui sont maîtrisées à 100%, d'autres à 80%, d'autres à 50%. Donc, quand on fait une cartographie, ça nous aide à savoir en fait sur qui je vais pouvoir m'appuyer pour réaliser telle tâche, mener telle mission. Un plan de formation pour tous parce qu'en fait, vous savez, quand on est un salarié, un collaborateur, on a aussi envie d'évoluer professionnellement. Donc, ça peut être intéressant aussi d'inclure cela en fait, des plans de formation pour chacun. Ça va être pour mon collaborateur de la génération X qui n'est pas très à l'aise avec l'outil informatique et lui trouver une petite formation sympathique pour son propre bien-être déjà, pas simplement parce qu'on a besoin qu'il maîtrise le sujet, mais pour lui, pour le valoriser et ça, pour qu'il soit content, épanoui, qu'il se dise voilà, c'est pas parce que j'ai la cinquantaine que je peux rien apprendre. Donc en fait, ça va être vraiment très utile. Et je perds le mot que je veux vous dire, ça va servir tout le monde en fait. Et lui, dans son estime de lui, et dans ses compétences, et aussi l'entreprise. Mission ponctuelle par domaine d'expertise, donc on revient à la cartographie des compétences. Parfois, il y a des missions qui doivent être faites pendant une semaine, pendant une journée. Et en fait, quand vous savez sur qui vous appuyez, en fait, vous allez donner la mission à la personne. Et c'est plus maintenant juste une question de fiche de poste. Alors, je tiens à préciser, dans certaines entreprises, je sais que c'est très bordé. Fiche de poste, tu fais juste les tâches qu'on t'a demandé, etc. D'accord? Il y a des entreprises dans lesquelles il y a plus de souplesse et où on peut justement dire, OK, je vais prendre telle personne de ce service parce qu'en fait, elle sait faire ça et pendant une semaine, je vais essayer, ou 3-4 jours, je vais la mobiliser sur tel sujet. OK? Ça peut aider. Ce ne sont que des recos et bien entendu, vous allez pouvoir faire ce qui est réalisable. D'accord? Et puis, transfert de compétences, j'en ai parlé, c'est vraiment essentiel parce qu'on a besoin en fait que nos anciens, que notre génération X et la génération Y aussi, que tous en fait transmettent ces compétences. C'est des compétences qui sont humaines,
ça va être des compétences relationnelles, ça va être des compétences managériales, ça va être des compétences techniques, ça va même être de transmettre l'histoire de l'entreprise si parfois certains sont arrivés au début, à la genèse. Donc, c'est là en fait qu'on valorise ces moments-là. Vous allez faire par exemple une réunion une fois par mois en mode un petit peu team building. Donc là, je mets de l'anglais, cohésion d'équipe. Et vous allez dire, OK, aujourd'hui, tout le monde parle d'une expérience qu'il a eue au sein de l'entreprise et qu'est-ce qu'il peut transmettre, quels conseils il peut donner, quels tips il peut donner pour que ça peut être une idée et ça valorise vraiment les collaborateurs. Engagement, fidélisation sur la durée. Équité en termes de rémunération. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Je pense que c'est pas que tout le monde gagne le même salaire parce qu'en fait, on n'a pas le même niveau de diplôme, les mêmes compétences, les mêmes responsabilités. Mais en fait, à deux postes similaires, vous n'allez pas faire des écarts salariales en fait qui peuvent créer comment dire de la frustration. Et ça, c'est normal, d'accord? Donc, quand vous avez deux développeurs dans une entreprise, et avec une année d'écart sur l'arrivée, bon ben voilà, il faut faire en sorte que ça puisse être équilibré. Après, en France, on ne parle pas trop des salaires. Donc, généralement, les gens ne savent pas trop combien vous gagnez. C'est une question assez taboue chez nous. Cohésion d'équipe, j'en ai parlé. Valorisation des profils, j'en ai parlé. Et mentorat. Ça, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mes formations manager. Prendre quelqu'un qui a une expérience, qui a de la bouteille et lui demander en fait de mentorer une personne qui arrive, pas forcément un jeune, mais un nouvel arrivant dans l'entreprise, ça peut être très, 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 très bénéfique pour l'entreprise. Parce que déjà, il est encadré, pas forcément par quelqu'un de son équipe, pas forcément par quelqu'un qui est du même service, mais juste par une personne, en fait, qui va être un relais, un point de repère dans l'entreprise, à qui il pourra poser plein de questions, etc. Et il pourrait avoir cet échange sur mais qu'est-ce que tu en penses? Je m'entends pas très bien avec mon N+1, je sais pas comment réagir. J'ai une demande à faire, je voudrais aller rencontrer la RH. Toi, t'en penses quoi? Le mentorat, ça peut toujours aider. Audrey nous dit que la question salariale, elle est beaucoup moins taboue chez les plus jeunes. Ça, je pense que c'est vrai. On finit et puis on arrive en fait sur le fait qu'il va falloir pouvoir échanger librement sur les éléments de blocage et sur les stéréotypes. C'est un peu ce que disait François, je crois. En fait, il faut se parler. C'est quoi la problématique aujourd'hui? Qu'est-ce que toi, tu constates? On va vraiment parler des faits et aussi des ressentis, d'accord? Parce que tout va être important. Si je ne me sens pas bien considérée au sein de mon entreprise, en fait, qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas considérée? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Il faut pouvoir échanger librement et c'est vrai que ça demande à chaque collaborateur, quelle que soit la génération, de rester ouverte à l'échange, de rester à l'écoute et de ne pas facilement s'offenser. Dis donc, moi, ça fait 20 ans que je suis là et il est venu me dire ça, etc. Soyez ouverts d'abord pour entendre. Alors j'entends, des fois c'est un peu mal dit, c'est un peu mal exprimé, mais au moins c'est dit et puis, on peut faire toujours des formations de communication si on veut aider les collaborateurs à mieux communiquer entre eux. En 2, avoir une vision et des valeurs communes. Très important. La première chose, c'est qu'il faut connaître la vision de l'entreprise. Où est-ce qu'elle va, cette entreprise? C'est quoi son but? C'est quoi son objectif? Parfois, il y a des entreprises qui ont des visions, mais qui ne sont pas clairement identifiées. Elles ne sont pas claires pour certains collaborateurs. Ils viennent faire exécuter des tâches. Donc, du coup, en fait, c'est difficile de les garder et de ne pas avoir ces conflits parce que du coup, pour eux, ils sont juste comptables, ils sont juste développeurs, ils sont juste graphistes, ils sont juste, je ne sais pas, d'accord, vous voyez ce que je veux dire. Donc, avoir une vision, la vision de l'entreprise et des valeurs communes. Bien entendu, également les valeurs de l'entreprise qui vont être partagées par l'ensemble des collaborateurs. Mais aussi, au sein de ma propre équipe, je peux avoir une vision en me disant, mais c'est quoi cette année notre objectif à nous en tant qu'équipe et sur quelles valeurs on va s'appuyer pour que ça marche. Et on va travailler cette question-là ensemble. En 3, on va partir à la découverte des expériences et des compétences de chacun. C'est un peu la cartographie des compétences dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est aussi ce temps de cohésion d'équipe que vous pouvez avoir de temps en temps, où chacun va partager un petit peu son expérience, comment il est arrivé dans l'entreprise, qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé là, et quels ont été les moments les plus difficiles, et une erreur qu'il aurait pu ou elle faire
et voilà, qui va conseiller aux autres de ne pas refaire, de faire attention à ça, à ça. C'est le partage. C'est le partage. En 4, on va avoir le fait d'adopter des règles et des pratiques communes forcément. Ça va être difficile, je crois que c'est Audrey Van Rexel qui le disait tout à l'heure, c'est difficile de gérer, de manager une équipe avec des âges multiples comme ça. Donc en fait, il faut se mettre d'accord sur les us et coutumes de l'équipe. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Qu'est-ce qu'on attend de chacun des collaborateurs? C'est pas une question d'âge, là, c'est une question que tu es un salarié, un collaborateur, le membre d'une équipe, et on attend de toi ça. Et puis après, sur le reste, en fait, on va pouvoir éventuellement modeler sur certaines choses pour que ça réponde aussi à tes besoins dans ta génération Z, à tes besoins dans ta génération Y, X ou baby boomers. En 5, engagement de la direction et des managers à œuvrer pour le bien-être de tous. Forcément, ça va être difficile qu'en tant que collaborateur, je fasse ça tout seul. Ce travail, je ne peux pas le faire tout seul. Ça doit être quelque chose qui est initié par les directions, la ressources humaines, les CODIR, les COMEX, parfois aussi les équipes RSE. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce qu'en fait, si eux ont conscience de cela, eh bien en fait, ça va entrer en fait dans la culture d'entreprise. On va dire, bah, chez nous, en fait, on travaille en système de mentorat. Chez nous, on a des réunions, des staffings régulièrement tous ensemble et c'est multigénérationnel. Chez nous, on partage les expériences, etc. Et quand la direction elle s'engage, eh bien en fait, on a toutes les chances en fait que l'ensemble des équipes, des collaborateurs prennent le pas. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place. Et je sais que dans certaines entreprises, c'est le cas, hein, parce que, comme je vous le disais, en préparant ce webinaire, j'ai vu qu'il y avait des multinationales qui misaient énormément là-dessus. Vous allez voir leur manifeste, etc. Et c'est clairement écrit qu'ils veulent mettre en avant, par exemple, les jeunes générations. Quand il y a des gros sujets, eh ben, on va prendre les plus jeunes qui sont plus alertes sur les réseaux sociaux, qui ont parfois des idées folles. Nous, parfois, on va être un petit peu plus coincés, on a un peu plus peur et en fait, ils vont venir avec des idées novatrices, créatrices qui pourront peut-être booster les stratégies de l'entreprise, même si tout n'est pas pris, mais en fait, ils sont entendus et considérés. Et en fait, voilà, même si ça nous paraît parfois un peu dépassé, fou, on se dit mais comment on va faire ça? Eh bien, ils ont un regard vraiment sur les choses qui se passent aujourd'hui. Ils sont très au fait de ce qu'attendent les gens, je trouve. Ils sont très au clair là-dessus. Moi, j'ai un petit frère qui est dans 98. Quand on parle des réseaux sociaux, moi, je pense pourtant être plutôt à la base. Je me rends compte à côté de lui que je ne suis pas du tout. Il me dit, bah non, c'est pas comme ça que tu dois faire. Tu vois, c'est ça, parce que là, il y a l'algorithme. Et puis là, si tu fais ça, les gens, ils vont pas répondre. Tu n'auras pas d'engagement. Ils sont très au clair, en fait, sur ce que les gens aiment et n'aiment pas, etc. Donc, c'est intéressant de les appeler, de les faire participer à des projets communs. Et c'est valorisant en plus. Et puis, trouver un équilibre entre les cultures basées sur la co-construction. Donc, en fait, cet équilibre, il doit être basé sur la co-construction. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on va travailler tous ensemble, on va mettre nos idées, on va mettre aussi nos besoins, nos valeurs, et on va se dire, OK, comment on peut faire en sorte que ce travail il se passe le mieux possible? Comme je le disais, c'est de l'échange, de la communication. Il ne faut pas s'arrêter. Faut vraiment créer des moments de partage qui vont permettre de rééquilibrer un petit peu les choses. Je crois que ça ne réussira pas systématiquement parce qu'on a des profils particuliers parfois, quelle que soit la génération. Quand vous arrivez avec certaines personnes qui sont parfois à la porte de la retraite et qui vivent des dernières années difficiles, bah, ils sont moins engagés, ils viennent parce que il faut le faire et que c'est la fin et que ces personnes-là, vous allez avoir du mal parfois à les mobiliser. Et ben voilà, c'est pas grave. Je pense qu'il faut parfois laisser les gens vivre leur petit moment d'eux, tout en on doit quand même aller jusqu'au bout de ce qu'on fait. Hein. On est payé pour quelque chose, donc il faut qu'on soit productif. Le but c'est pas de se dire comme tu as la retraite bientôt, tu as le droit de ne plus rien faire. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que il faut aussi comprendre certains profils qui vont avoir plus de difficultés à accepter le changement, à avancer, à aller de l'avant, à accepter la modernisation ou tout simplement accepter la culture de l'entreprise, quelle que soit la génération.
Et puis en 7, adopter son management et sa communication en fonction des générations présentes. Je crois qu'il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure, qu'à chaque génération, bah, voilà, on va pas avoir le même discours, on va pas avoir la même façon d'aborder la personne. Et ça, c'est la réalité. Hein. On doit faire attention. Et ça, c'est vraiment dans l'intelligence émotionnelle. C'est la manière dont je vais être en capacité de communiquer avec la personne en face de moi. Et ce sont bien entendu, des compétences de communication. Donc, ça va être aussi très, très important. Ben voilà, on est arrivé à la fin de notre webinaire. J'espère que c'était sympa pour vous d'être là et on a bien échangé ensemble. Vous voyez, l'idée, c'était pas que je vous apprenne forcément quelque chose aujourd'hui, mais c'était d'échanger sur le sujet, d'essayer d'ouvrir un petit peu les spectres et les regards pour voir si on peut travailler autrement avec quelques tips qui pourraient nous aider à apporter un petit peu plus d'équilibre dans nos pratiques quotidiennes. En tout cas, au sein de nos propres vies personnelles. On est aussi en intergénération. On a nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos grands-parents, nos oncles et tantes, nos parents. On le fait déjà à la maison. C'est pas toujours simple, mais ça le fait. Des fois, on y arrive. Bien souvent, on y arrive. Et si on peut y arriver à la maison, on peut tout à fait y arriver au travail. Très instructif, me dit Laurence. Merci, 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 Canel. Delphine a dit moralité, apprendre à travailler ensemble en sortant des stéréotypes aussi pour mieux comprendre les autres, tout à fait, car on a tous des choses à apporter, des compétences, des points forts, etc. Absolument, Delphine, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous dis à très, très bientôt. On se revoit très, très vite parce qu'on va avoir, on a un programme de webinaire passionnant avec ma bonne fée et toutes les équipes et tous les experts. Donc, restez connectés. On va transmettre les infos très, très bientôt sur nos prochains webinaires. Très belle journée à tous et à bientôt. Bye bye.